Dans cette triste journée de l'automne finissant, le glas s'égrenait à tous les clochers de France il y a 2 ans, quand apparut l'engin blindé de reconnaissance portant l'immense cercueil de celui qui quittait pour la dernière fois la Boisserie, sa demeure. Les Français étaient tous là, ceux qui avaient fait le déplacement à Colombey, ceux qui priaient dans les églises, ceux qui communiaient aux images transmises par la télévision. Dans l'église, les compagnons de la Libération, le conseil municipal. Et après la messe, le cortège le plus simple qu'on puisse imaginer. 12 jeunes gens du village pour porter en terre aux côtés de sa fille Anne, le général Charles de Gaulle. 2 ans plus tard, personne n'a oublié. Ce matin, plusieurs messes ont été célébrées, dont l'une à la demande de Madame de Gaulle et de ses enfants. Une messe très simple, à laquelle n'assistaient que la famille et quelques villageois. Après la cérémonie, la famille s'est retrouvée seule devant la tombe que la fidélité des Français, tous les jours de l'année, entoure de leur recueillement. L'Association nationale pour l'action et la fidélité au général de Gaulle avait aussi fait dire une messe. À sa sortie, la délégation, un représentant de chaque département, conduite par son président, M. Pierre Lefranc, était reçue pendant une demi-heure à la Boisserie. C'est l'ensemble de votre délégation qui vient d'être reçue à la Boisserie. Quelle signification peut-on y attacher? Bien écoutez, je crois que le général avait souhaité que notre association continue son activité après son départ de pouvoir. Et je crois que c'est notre devoir de poursuivre cette activité après sa mort. Et pour nous, c'est un honneur et une grande émotion que l'ensemble des délégués qui représentent les départements français réunis aujourd'hui à Colombey aient été reçus dans la propriété familiale et privée de la famille du général. Au début de l'après-midi, c'est au nouveau mémorial, Croix de Lorraine de granit rose, que se retrouvaient tous ceux qui avaient tenu à faire le déplacement à Colombey en cette journée anniversaire. 9 cèdres du Liban, premiers des 1000 qui doivent boiser la colline, ont été plantés par M. Charles Helou, ancien président de la République du Liban et représentant l'actuel président. Imité par quelques jeunes gens du pays.
Des messes ont été célébrées un peu partout en France. À Paris, l'association des Français libres avait convié en l'église Saint-Louis des Invalides tous ceux qui voulaient célébrer l'anniversaire de la disparition du général. Le gouvernement, conduit par M. Pierre Messmer, était complet. Ce reportage de Jean Kozek vous était présenté par Michel Béricard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. De nombreuses autres cérémonies se sont déroulées un peu partout en France en ce 9 novembre, deuxième anniversaire de la mort du général. Par exemple, une gerbe a été déposée devant la maison natale de Charles de Gaulle, 8 rue Princesse, à Lille. Dans la capitale, le Conseil de Paris avait organisé une cérémonie devant le tombeau du soldat inconnu. Dans beaucoup de villes, en France et à l'étranger, on a célébré des messes. Voyons maintenant le budget. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté le budget du ministère du Développement industriel et de la Recherche scientifique. À 24 heures dernière, Patrice Duhamel vous le présentera. Puis, les députés ont examiné le projet de budget de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale est aujourd'hui la plus grande entreprise de l'État. Elle emploie plus de 800 000 personnes. 11 millions de Français de divers âges fréquentent les divers établissements scolaires. Dominique Lory va maintenant vous présenter les grandes lignes de ce projet que, mesdames et messieurs les députés, à l'Assemblée nationale, vont discuter aujourd'hui. Quand les spores vont tomber, que vont-elles faire en tombant sur le sol? 36 milliards, 68 millions, 18% du budget global. Le budget de l'éducation nationale est le premier de l'État. Deux grands axes se dégagent de ce projet, accueil des élèves et des étudiants, amélioration de la qualité de l'enseignement. Une première remarque. Les différents niveaux de l'enseignement, primaire, secondaire, supérieur, sont traités de façon inégale. C'est ainsi qu'après avoir connu une période prioritaire, 1969-70, l'enseignement supérieur, dont le nombre des étudiants pour la première fois n'a pas augmenté, est aujourd'hui le parent pauvre de ce budget, ce qui provoque bien sûr de sévères critiques des syndicats de l'enseignement supérieur. Revenons aux axes prioritaires. Amélioration de l'accueil, création de 1650 postes d'instituteurs à l'école maternelle et primaire et 11 200 dans l'enseignement secondaire et technique. En fait, c'est dans ce secteur que les efforts budgétaires sont les plus importants, ainsi que dans le domaine des constructions scolaires. 300 CES comme celui-ci seront construits. Amélioration de l'enseignement, le projet de budget 73 marque également la mise en route du dispositif de formation permanente des instituteurs. Et au fur et à mesure, passer au microscope pour les voir. Le projet prévoit la création de 800 nouveaux emplois, portant à 3000 le nombre des remplaçants. Ces remplaçants permettront le départ en stage des instituteurs sans conséquence pour les élèves. Ces stages qui durent 6 semaines se déroulent dans les écoles normales d'instituteurs, comme ici à l'école normale du Bourget, et qui réunit des instituteurs de la Seine-Saint-Denis. Cela, lorsqu'on a fait cet exercice, est-ce qu'on connaît mieux sa langue? Est-ce qu'on est mieux capable, est-ce qu'un enfant, par exemple, est mieux capable de s'exprimer? Certes non. L'instituteur a ainsi droit au cours de sa carrière à 6 stages de formation, soit 36 semaines. Que vous apporte ce stage sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, il est très court, il ne dure que 6 semaines. Alors je crois qu'il faut voir davantage de stages sur le plan d'une ouverture et sur le plan humain, contact primaire élémentaire, maternelle élémentaire, et sur le plan des livres et de la linguistique, les mathématiques, où l'on a une information qui nous est donnée, mais qui nous permettra de les approfondir par la suite. Dire que véritablement en 6 semaines on peut toucher à tous les domaines, ce serait absolument une illusion. On ne peut pas le prétendre.
mais je pense que ça doit permettre aux instituteurs, leur donner les moyens de se perfectionner par eux-mêmes, leur donner l'envie et le désir et les moyens, je crois, de se perfectionner. Pourtant, malgré sa progression et son orientation, ce projet soulève des critiques de la part de l'ensemble des syndicats. Budget bien insuffisant, déclare la Fédération de l'éducation nationale. Un point chaud, l'enseignement technique. D'ailleurs, à l'occasion de la présentation de ce budget, la grève des professeurs de CET est là pour nous le rappeler. Pour M. Fontanet, ministre de l'Éducation nationale, ce budget en augmentation de 11% sur celui de l'an dernier souligne combien l'éducation nationale est en France la priorité des priorités. À ce propos, le syndicat général de l'éducation nationale, qui groupe les enseignants CFDT, appelle ses adhérents à faire grève le 14 novembre afin, précise le communiqué, d'obtenir satisfaction pour un certain nombre de revendications. Au pétrole d'Aquitaine, fin de la grève qui durait depuis le 30 octobre, le travail sera repris demain matin, une convention ayant été signée entre la direction et les syndicats cet après-midi même. SNCF, les syndicats des cheminots ont confirmé leur mot d'ordre de grève tournante pour la période du 14 au 18 novembre prochain. Les syndicats disent dans un communiqué que les négociations valables avec la direction peuvent s'ouvrir dès à présent, mais ils considèrent inacceptable d'attendre le 1er décembre, date qui vient d'être proposée par la direction, pour négocier, disent-ils, sur un dernier trimestre qui serait alors terminé aux 2/3. La Comédie Française, vous le savez, sera fermée à partir du 15 novembre, et ce pour une durée indéterminée. Nouvelles religieuses, à partir de demain, près de Caen, à Hérouville-Saint-Clair, Assemblée générale de la Fédération protestante de France, sous la présidence de M. Courvoisier. Le cardinal Danielou a été élu aujourd'hui membre de l'Académie française, au fauteuil du cardinal Tisserand. Le cardinal Danielou a 67 ans, il entra dans la Compagnie de Jésus à 24 ans. Il est agrégé de grammaire, docteur ès lettres, docteur en théologie. Le révérend père Danielou avait été élevé à la pourpre cardinaliste par Paul VI, il y a 3 ans environ. C'est un des esprits les plus ouverts à tous les problèmes du monde contemporain, et particulièrement à ceux de la jeunesse. C'est son attente dans l'après-midi de cette journée, et sa joie en apprenant son élection, que nous allons maintenant vous présenter sur vos écrans. Je pense qu'ils me téléphoneront de toute manière, enfin que ce soit positif ou négatif, enfin. Parce qu'ils seront peut-être un peu moins pressés si c'est négatif. Mais de toute façon, bah, ils n'arriveront pas avant de vous avoir téléphoné. Oh, non sûrement pas. Il est moins 25. Non, c'est ça. Enfin, ça devrait venir. Si c'est normal, enfin, ça doit venir maintenant. Si ça ne vient pas, c'est que ça ne va pas bien. Ça veut dire au moins qu'il doit y avoir 2 tours, je pense. Je crois que si ça avait été net au premier tour, souvent il faut encore le temps que de la salle, le secrétaire justement ait téléphoné. Voici les résultats. Le cardinal Danielou a obtenu 16 voix et le révérend père Brugberger, son concurrent direct, en a obtenu 9. Allô? Allô? Alors? Écoutez, ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir téléphoné tout de suite. Eh bien, d'abord, je dois dire que ce coup de téléphone me soulage d'une attente qui était malgré tout un peu pesante. Et évidemment, ça me fait grand plaisir. Pour un prêtre, qu'est-ce que l'Académie française peut apporter de plus? Alors, il est évident que c'est une question qu'on peut poser. Vous voyez, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse la poser. Or, je dirais que de ce point de vue-là, je dirais presque profondément content d'entrer à l'Académie, précisément en tant que prêtre. Parce que je pense qu'il est très important actuellement que l'Église et la dimension religieuse qu'elle représente soient présentes dans les grands domaines où se décide ce que sera le monde de demain, vous voyez. On connaît l'habit vert de l'académicien, la pourpre du cardinal, mais un cardinal académicien s'est habillé comment alors? Écoutez, disons que ce serait un habit rouge, alors, pour équilibrer les 2 choses, c'est-à-dire que mon habit sera l'habit rouge, et que bien entendu un cardinal n'a pas d'épée. En réalité, les cardinaux sont vêtus de pourpre pour rappeler le sang du Christ, mais si un cardinal est élu, comme c'est le cas à l'Académie française, rien ne l'empêche de porter l'habit vert, sauf l'épée bien entendu, puisqu'en toutes circonstances, le port d'une arme est interdit aux ecclésiastiques.
Le Grand Prix du roman de l'Académie française a été décerné à Patrick Modiano pour son livre Les boulevards de ceinture, paru chez Gallimard. Il a obtenu 18 voix sur 28 votants. L'histoire reconstitue la période de l'occupation et ses exactions raciales, chose d'autant plus surprenante que l'auteur n'a pas vécu cette période. Il n'a pas 30 ans, il a 28 ans je crois, et il est en tout cas le plus jeune lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française. Nous passons maintenant aux nouvelles internationales. Vietnam, bien sûr. À Hanoï, notre confrère Nandan écrit « L'envoi massif de matériel de guerre américain à Saigon au cours des derniers jours est une nouvelle preuve de la volonté américaine de prolonger la guerre au Vietnam. » M. Kissinger, lui, a déclaré à notre confrère italien l'Europeo « Nous sommes déterminés à faire cette paix et nous la ferons de toute manière dans le plus bref délai possible après ma nouvelle rencontre avec M. Le Ducteau. » Quant au président Nixon lui-même, il vient d'accorder sa première interview depuis sa réélection à notre confrère américain, le Washington Star News. Les États-Unis, a-t-il dit, conduisent le monde à la paix et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Nous continuerons à exercer ce leadership. Au Vietnam, au Sud-Vietnam, j'entends, comment a-t-on appris l'élection de M. Nixon mardi? Between Richard Larson, who is a lieutenant general, or governor rather, and is running against Democrat Arthur Link, who is a U.S. representative. There's a toss-up as to who's going to win in North Dakota. Link is hoping for the Pour support ces of the soldats, labor les groups résultats and des for the élections residents of the ne changent de toute western façon state. rien. Ils sont assurés de tous rentrer à plus ou moins long terme aux États-Unis. Bientôt, s'il y a ce cessez-le-feu, un peu plus tard, si les négociations qui devront aboutir au cessez-le-feu traînent. And Republican Nicholas L. Strike, a laundry equipment manufacturer, Rampton pulled 10 of those votes and Strike won. Je pense que les choses iront mieux si Nixon est réélu. Nixon a toujours eu raison de ne pas céder aux exigences d'Hanoï. Ça les obligera à proposer d'autres solutions. Pensez-vous avoir passé 3 ans ici pour rien? Non, des progrès certains ont été faits au Sud-Vietnam. Quant à la population sud-vietnamienne, il faut bien dire que les élections américaines ne l'ont pas intéressée du tout. D'autant plus que la réélection de Nixon était acquise d'avance. Et puis les Sud-Vietnamiens pensent que maintenant, pour leur avenir, ils doivent avant tout compter sur eux-mêmes. Le futur du Sud-Vietnam ne dépend pas seulement des Américains, ça dépend des Vietnamiens. Je n'étais pas d'accord avec la politique de Nixon de vietnamiser seulement la guerre sans vietnamiser la paix. Maintenant, on parle de vietnamisation de la paix. C'est un peu tard, mais nous allons assumer cette responsabilité parce que le problème du Vietnam, c'est aux Vietnamiens de le résoudre. Les dirigeants sud-vietnamiens, eux, se réjouissent de la réélection de Nixon. Mais la seule question vraiment importante qu'ils se posent après ces élections est la suivante. Nixon va-t-il laisser le Sud-Vietnam se débrouiller tout seul avec les communistes? Ou bien va-t-il tenir ses promesses de paix dans l'honneur? En tous les cas, quand les négociations seront mûres pour l'établissement d'un cessez-le-feu, d'ici quelques semaines, sinon davantage, il paraît vraisemblable que le président Nixon et le président Thieu devront se rencontrer pour tirer au clair l'avenir des relations entre les États-Unis et le Sud-Vietnam. Ici, 24 heures sur la une, Saigon. Des combats ont eu lieu aujourd'hui entre Syriens et Israéliens. Ce matin, première aide israélien contre 2 bases de Fedayeen situées en Syrie, en représailles, dit-on à Tel Aviv, contre la récente opération de commando palestinien sur les hauteurs du Golan. Au milieu de l'après-midi, contre-attaque syrienne, combat aérien à nouveau. Tel Aviv annonce avoir abattu 2 MiG-21 adverses. Damas, de son côté, annonce avoir abattu 4 appareils israéliens, ce qu'Israël dément. Et ces engagements se sont déroulés au-dessus du Golan. Politique française, maintenant, M. Jean-Marcel Jeannet a fait son entrée officielle dans le mouvement réformateur. L'ancien ministre du général de Gaulle, qui a rallié la semaine dernière la formation de M. Le Canuet et Servan-Schreiber, a été accueilli cet après-midi au siège du mouvement par les membres du Bureau national des réformateurs. Au Sénat, M. Édouard Bonnefuss, gauche démocratique et sénateur des Yvelines, a été élu ce matin président de la commission sénatoriale des finances, succédant ainsi à M. Marcel Pellinck, récemment décédé. M. Édouard Bonnefuss fut plusieurs fois ministre. Nous ouvrons maintenant notre page sportive.
Et nous commençons ici par le football. C'est aujourd'hui les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Malheureusement, la France n'y est plus représentée puisque Marseille a été éliminé. Pierre Cangioni vous commente le match entre Ajax d'Amsterdam, l'une des grandes équipes européennes, et le CSKA de Sofia, Bulgarie, qui a eu lieu hier. À vous, Cangioni. Devant les 78 000 spectateurs du stade Vassilevski, le stratège de l'Ajax, Johan Cruyff, déborde sur l'aile, centre et Swart, bien placé, glisse la balle au fond des filets de Sofia. C'est le premier but, la 12e minute de la rencontre. À la 24e minute, les Bulgares, tout de blanc vêtus, obtiennent un coup franc. Le tir de Jekov passe au-dessus du mur hollandais, mais au-dessous de la barre du gardien Stuy. C'est l'égalisation. 5 minutes plus tard, vous l'avez vu, c'est Kaiser qui, des 30 mètres, a battu le gardien bulgare. 2-1 à la mi-temps. Et nous voici en deuxième mi-temps, les joueurs ont changé de camp. C'est Johan Cruyff qui, placé face à la défense bulgare, résout le problème en l'allobant. Voici Anne à la réception, le troisième but pour l'Ajax Amsterdam. Cette victoire obtenue à l'extérieur et surtout l'ampleur du score prouve que l'Ajax Amsterdam peut cette année encore remporter cette Coupe d'Europe qu'elle a déjà gagnée 2 fois auparavant. Les turfistes seront gâtés cette semaine. Il y aura 2 tiercés consécutifs, l'un à Saint-Cloud le 11 novembre, jour férié, l'autre dimanche à Auteuil. Jeux olympiques d'hiver, vous savez depuis hier que la ville de Denver, dans l'État du Colorado, aux États-Unis, n'organisera pas les compétitions 1976. Y a-t-il des chances pour que Grenoble le fasse à la place de Denver? Pierre Fulin, avec son calme olympien, a posé la question à M. Comiti, ministre de la Jeunesse et des Sports. La France a été heureuse et fière d'organiser les Jeux de 1968 et le général de Gaulle avait ouvert ces Jeux, vous vous en souvenez. Nous avons rempli notre mission, nous avons rempli notre contrat, mais aujourd'hui, d'autres pays et d'autres villes sont candidates, alors il n'est pas convenable de gêner leur candidature, et j'ajouterais que pour ma part, les objectifs qui sont ceux du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, c'est-à-dire le sport pour le plus grand nombre de Français, sont difficilement compatibles avec des dépenses considérables qui seraient engagées pour ces Jeux olympiques. Vous aimez tous, je pense, les bêtes, et vous avez raison, car ce sont les meilleurs amis de l'homme, et si vous ne les aimez pas encore, je pense qu'il y a près de vous des gens qui vous apprendront à les aimer. Mais il n'y a pas que l'amour, il y a aussi le dressage. Un dressage qui est obligatoire pour certaines races de chiens, notamment pour les bergers. Nous nous rendons donc à Montmorillon dans la Vienne. On n'imagine guère un berger sans son chien. Les fables sont remplies de ces 2 compagnons. Pourtant, contre toute idée reçue, le vrai chien de berger est rare en France, à l'exception des élevages montagnards. L'Alliance pastorale, à l'imitation des Anglais, veut désormais étendre l'utilisation des chiens de berger dans les élevages français. Un bon chien de berger peut remplacer 5 hommes pour guider un troupeau. Dans les pâturages de la région montmorillonnaise, c'est un collet anglais qui effectue une démonstration. Il est parfaitement dressé à adopter 7 attitudes différentes sur simple sifflement de son maître. Ce petit chien blanc est un Pyrénéen de 15 mois, à ne pas confondre avec le gros Pyrénéen, employé autrefois pour défendre les troupeaux contre les loups. Contrairement à son confrère britannique, il serre les moutons de beaucoup plus près et n'hésite pas à leur tirer la laine. Maintenant, un autre collet au travail. Celui-ci n'est pas dressé, mais d'instinct, il sait déjà ce que l'on attend de lui, et n'hésite pas à affirmer son autorité sur le peuple moutonnier. Ce qui peut paraître étonnant devant l'efficacité de ces chiens, c'est qu'il n'ait pas été couramment utilisé plus tôt. Les pâtres anglais ne conçoivent pas leur besogne sans chien, et ils se demandent vraiment comment peuvent faire leurs collègues français. Les Anglais avec leurs chiens, mais ils sont paresseux peut-être. Alors, si un chien peut faire le travail, pourquoi le faire soi-même? La qualité première pour un chien est d'avoir un bon caractère, c'est-à-dire des chiens qui ne soient pas peureux, qui vous regardent bien en face, qui expriment la confiance par leur regard
Et en partant de sujets ayant cet équilibre, vous avez des facilités de dressage qui sont beaucoup plus grandes et par la suite des facilités d'utilisation. Il faut éliminer les chiens méchants, les chiens à caractère difficile, les chiens par trop indépendants. Les chiens de berger peuvent être dressés très tôt. Ils doivent être gentils donc, mais ils doivent aussi avoir le goût de la garde du troupeau. S'ils réunissent les principales qualités requises, ils seront acceptés à l'école de berger de Montmorillon pour suivre un stage de formation accélérée. Et oui, même eux. Je voudrais terminer sur une bonne nouvelle. Il y avait une grève des éclusiers à Dunkerque depuis une huitaine de jours. Eh bien, elle a pris fin à la suite d'un accord entre les éclusiers et la direction du port, et le travail reprend à 22 heures. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, 24 heures dernières, Patrice Duhamel vous y donnera les dernières informations. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.